Non. Non, franchement, non. Je ne vois pas quoi dire de plus sur ce chapitre, autre le fait que ce chapitre 966 est pour moi le meilleur chapitre de cette année 2019. Alors, il y en a certains qui vont se foutre de ma gueule et vont dire « Oh, tu l'as déjà dit la semaine dernière, tu l'as encore dit plusieurs fois cette année. Est-ce que tu vas pouvoir être un jour un petit peu logique dans tes propos ?» Je vous dirais oui, je peux être logique dans mes propos, mais pas quand je parle de One Piece. Ce chapitre 966 a été une dinguerie. Regardez ce qui est en train de se passer au niveau d'Internet. Ce chapitre est pour moi presque sans défaut. Le seul défaut pour moi que ce chapitre possède, c'est le fait qu'il ne nous apporte pas de réponse et il nous apporte, encore une fois, beaucoup de questions. Par contre, il y a eu plein de clins d'œil, de choses qu'on a vues dans des chapitres précédents et qui ont été ramenés ici. Il y a des très beaux parallélismes. Je ne sais pas comment faire cette critique analyse. J'ai rempli des feuilles et des feuilles et des feuilles. Et même après ça, j'ai l'impression toujours de ne faire que survoler ce qu'a voulu nous montrer Eiichiro Oda. C'est peut-être être un gros fanboy de dire ça, mais j'ai rarement eu autant une impression de profondeur, une impression de voyage lorsque j'ai lu un chapitre. Je me rappellerai de ce chapitre 966, je peux vous le promettre, parce que c'est quelque chose de fou, et quand je lis vos commentaires, je pense qu'on a vécu ensemble aussi la même chose. Donc, on va essayer de faire une critique analyse. Je ne sais pas si elle sera structurée, je ne sais pas si je ne vais pas partir en live, je ne sais pas s'il ne va pas y avoir des théories qui vont se mettre en place pendant que je vais faire cette vidéo, mais une chose est sûre, comme je l'ai écrit ce matin à 1h du mat', parce que je n'arrivais toujours pas à dormir, je vais peut-être pas vous faire la meilleure critique analyse de ce chapitre, mais ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire une critique analyse avec le cœur. On va commencer par parler de ce qui nous a surpris, c'est-à-dire que Oda nous a bien dessiné le combat, enfin une partie du combat qu'il y a eu entre Barbe Blanche et Goldie Roger. Quand le chapitre 965 se termine, on sent qu'il va y avoir un combat, mais on a l'habitude de Eiichiro Oda et les combats, il nous les montre jamais, on a une ellipse et personnellement ce que je pensais, on allait avoir une île complètement détruite et voir seulement les conséquences du combat de Goldie Roger contre Barbe Blanche, voir des auras autour de l'île, un ciel aussi qui s'ouvre, mais je pensais pas qu'on allait vraiment avoir une passe d'armes entre les deux. Cette double page était absolument mythique. Mais ce qui est encore plus mythique, c'est la page qu'il y a eu juste avant, c'est-à-dire la confrontation entre Goldie Roger et Oden. Oden, en partie, ce que Eiichiro Oda nous a montré de sa puissance, c'est seulement que pour servir de faire valoir à Goldie Roger et à Barbe Blanche. Même si on a vu Barbe Blanche au niveau de Marineford, Barbe Blanche à ce niveau-là était à l'article de la mort. Il n'avait peut-être que 1/10 de sa puissance. Là ici, depuis plusieurs chapitres, on nous montre Oden comme étant quelqu'un d'absolument incroyable. Et beaucoup d'ailleurs ont dit que Oden était peut-être l'égal de Roger ou dans sa construction était la même personne. Et là, dans ce chapitre, on voit que ce n'est qu'un simple gamin qui est en train de s'attaquer à un dieu. Roger, en un seul coup, a envoyé balader Oden. Oden qui a réussi à couper le monstre de la montagne, qui a réussi à faire des trucs étant gamin qui étaient absolument incompréhensibles. Et là, c'est seulement qu'un mec lambda. Et j'irai même plus loin. Je dirais que Oden, malgré toute la puissance qu'il a, ne pourrait peut-être même pas faire face à Rayleigh ou à Scopper Gaban en 1 contre 1. Roger, c'est une folie. Roger, c'est incompréhensible. Roger, c'est incommensurable. Et face à lui, tu as une autre personne qui s'appelle Barbe Blanche. Vous savez ce que représente Barbe Blanche pour moi? Et le voir comme ça, voir cette attaque est pour moi un accomplissement, un rêve. Tout ce qu'on a vu à Marineford est totalement balayé du revers de la main. Ce qu'on a ici,
c'est quelqu'un peut-être au sommet de sa puissance qui arrive à rivaliser pendant 3 jours avec Goldie Roger qui a été le seigneur des pirates. Oui, on peut le dire là, Barbe Blanche, s'il l'avait voulu, aurait pu devenir le seigneur des pirates. Sauf que, on le voit dans ce chapitre, Barbe Blanche est quelqu'un qui est tout autre. C'est quelqu'un qui veut seulement avoir une famille. Il voulait que Oden reste avec lui. Oden est son frère. Cette phrase veut absolument tout symboliser. Ça veut absolument tout représenter. Et maintenant, on va penser à quelque chose qui est encore plus dingue et qui ne nous est pas montré dans ce chapitre. C'est tout simplement la colère de Barbe Blanche. Rappelez-vous ce qu'il a fait à l'Arctique de la Mort. Il a été défier le gouvernement mondial, sachant que c'était un piège pour aller sauver son fils qui était S. Fils bien sûr symbolique parce qu'il est le fils de Goldie Roger. Pensez maintenant ce que représente Oden pour Barbe Blanche. Oden va mourir en 1505, c'est-à-dire 6 ans après la découverte de Raftel, qu'on parlera tout à l'heure, et 6 ans après son retour sur Wano Kuni, après les aventures qu'il a passées avec Goldie Roger. Pendant 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé? La montée de Roshi, la montée et l'arrivée peut-être aussi de Kaido. Kaido qui a tué Oden. Imaginez quand cette information, et cette information obligatoirement arrivera aux oreilles de Barbe Blanche, imaginez ce qu'il va vouloir faire, imaginez ce qu'il va se passer. On a tous été en train de penser que les cicatrices qu'il avait, c'est dû à son combat contre Goldie Roger. Non, on le sait maintenant. Regardez comment il est après son combat. Il n'y a absolument rien, il n'y a absolument aucune blessure. Donc, qui a été assez puissant? Ces blessures qu'il a, Barbe Blanche, maintenant je vous le dis, c'est lors de son combat qu'il y a eu contre Kaido lorsqu'il a voulu venger son frère Oden. En parlant de puissance, au niveau de cette double page du combat de Goldie Roger contre Barbe Blanche, tu prends n'importe quel combat de Luffy, tu prends n'importe quelle chose que tu as eu dans le flashback, c'est pas venu autant me chercher au fond de moi. J'ai pas eu autant de frissons. On a atteint un niveau de puissance qui nous a jamais encore été montré. Regardez bien la construction de cette double page. Déjà, on voit qu'il y a une matérialisation de l'attaque, il y a une sorte de fluide qui apparaît. Et pour moi, ce fluide est tout simplement une matérialisation du haki des rois qui vient se rajouter à ce haki de l'armement. On sait qu'il y a plusieurs niveaux dans le haki. Le haki de l'observation permet à un haut niveau de pouvoir se projeter dans le futur et en fonction de cette maîtrise te permet de voir plus ou moins loin dans le futur. Le haki de l'armement qui permet d'apporter quelque chose en plus sur les armes. Après, on a vu au niveau de Wano Kuni qu'il est même possible de projeter cette force. Le haki des rois ne peut pas être une simple force qui permet d'amener, de mettre sa volonté sur des personnes faibles. Obligatoirement, il va y avoir autre chose. Et grâce au haki des rois, ça nous présente un niveau de combat qui est au-delà du combat physique. Avec le haki des rois, on arrive carrément sur un niveau psychique et même sur un niveau psychologique de l'attaque. Et c'est ça qui nous est montré à travers ce clash, à travers cette onde de force, cette attaque qui va au-delà du physique, qui vient au-delà de la puissance. Il y a quelque chose qui se passe au-delà. À travers cette double page, on est en train de nous montrer les futures attaques et les futures puissances que pourra avoir Luffy dans son prochain combat contre une autre personne qui a aussi le haki des rois. On veut tout simplement parler de Kaido. La deuxième chose absolument dingue qu'on a eu au niveau de ce chapitre, une certitude qu'on avait depuis très longtemps, c'est-à-dire que l'île finale de tous les chemins qui sont indiqués par les log posts est Raftel, eh bien non, c'est pas Raftel ou c'est pas Loftel, c'est une autre île. C'est une île qui s'appelle Roadstar. Et là, dans le Jump Plus, il y a eu une autre traduction par rapport à l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est une étoile qui fait partie de la constellation. D'ailleurs, c'est la queue de la petite ours. Et cette étoile a une particularité, c'est-à-dire que par rapport à l'axe de la Terre, cette étoile est fixe. Quand tu es paumé, eh bien, quand tu la repères, quel que soit l'endroit où tu sois, elle a toujours la même place, elle a toujours le même axe et ça te permet plus facilement de trouver le nord. Et c'est quelque chose qui était énormément utilisé tout simplement dans la navigation. Bref, trêve de blabla, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que
Une fois qu'ils sont arrivés sur cette île ne marque pas la fin de quelque chose, marque le début de quelque chose parce que après cette île, il y a quelque chose d'autre. Il y a une autre île. Cette île qu'on ne peut pas aller, qui n'est indiquée par aucun l'oppose, malgré ce qu'on a pu voir au niveau de Stampede. Par contre, Goldie Roger, même à ce moment où il est en train de parler avec Barbe Blanche et avec Oden, il n'a pas encore conscience de ce qu'il va trouver sur place. Pourquoi? Parce qu'il dit que sur place, il y a un grand trésor. Un trésor est quelque chose de matériel. Or, ce qu'il va y avoir sur place au niveau de Raftel, ça ne va pas être un trésor. Ça va être une révélation par rapport au siècle oublié. Et c'est là où, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, que Toki va avoir toute son importance. Au début de l'arc de Whole Cake, à un moment, Pedro dit à Luffy, les Minks ont fait voir la Road Poneglyph à Goldie Roger il y a 26 ans. Avant que Goldie Roger ne rencontre Barbe Blanche, Oden ainsi que Inuarashi et Nekomamushi, il ne savait pas où étaient toutes les Road Poneglyph. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui est sur le dos d'un éléphant qui s'appelle Junisha et qui n'arrête pas de voyager partout. Et il ne semble pas y avoir de Minks dans l'équipage de Goldie Roger. C'est grâce à Inuarashi et Nekomamushi qui sont venus en cachette sur le bateau de Goldie Roger qu'ils ont pu avoir cette dernière information. Cependant, les poneglyphes, c'est quelque chose qui est hyper important, une chose qui a été cachée par le gouvernement mondial. Il doit tous les déchiffrer pour obtenir le Rio Poneglyph. Et c'est ça qu'il a voulu faire pendant ces 13 années, mais il lui manquait quelque chose. Je dirais même plus qu'il lui manquait quelqu'un. Car même, comme on a pu le voir dans le flashback au niveau de Skypiea, il entend les poneglyphes, il n'arrive pas à les déchiffrer. De ce fait, même s'il a réussi à faire des copies de toutes les poneglyphes qu'il a découverts pendant ces 13 années de voyage, il avait besoin de la clé pour pouvoir les déchiffrer. Et cette clé, c'est tout simplement Oden. Oden qui a cette capacité qui a été transmise depuis la première génération. Malheureusement, Oden n'a pas pu transmettre ce savoir à Momonosuke. Robin, elle, possède ce savoir. À la fin de One Piece, Robin ira à Wano Kuni pour tout simplement perpétuer le savoir du clan Kuzuki. Et c'est ici que toute l'importance de Robin prend sa valeur. On va parler maintenant de l'autre révélation qu'on a eue dans ce chapitre. Barbe Noire est une personne qui ne dort pas. Chose qui est absolument impossible pour toute personne normalement constituée. Oda est l'une des personnes qui rêverait d'avoir ce pouvoir. Barbe Noire est une personne qui a le mieux parlé des rêves alors que c'est une personne qui ne dort pas. Un rêve, c'est quoi? Un rêve, c'est quelque chose qui est l'inverse du réel. Tu fais tes rêves quand tu dors et c'est dans ce domaine du rêve que tu peux faire des choses absolument fous. Le domaine du rêve te permet d'accomplir des choses qui sont absolument incroyables et qui ne sont pas possibles dans le domaine du réel. Grâce à cela, en plus d'une autre capacité génétique, est-ce que c'est la seule capacité génétique que justement nous parlait Marco au niveau de Marineford? Barbe Noire ne peut pas rêver. Donc, tout ce qu'il veut accomplir sera dans le domaine du réel. Lui, par sa malédiction peut-être de ne pas pouvoir dormir, il peut accomplir des choses incroyables dans le domaine du réel. Ne pas pouvoir dormir, comme le rêverait Ichiro Oda, lui permet de doubler sa vie, de faire plus de choses et surtout de penser plus. C'est-à-dire que si Barbe Noire nous est présenté comme quelqu'un d'aussi machiavélique, quelqu'un qui a autant d'intelligence, c'est parce qu'il a 2 fois plus le temps que d'autres personnes de se pencher sur ses plans, de pouvoir se projeter dans le futur. Et c'est là où est toute sa puissance. Alors maintenant, est-ce que il y a une deuxième personnalité en lui? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont liées aux ténèbres? Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il voulait le Yami Yami Nami? Là, il y a plein de théories. Mais moi, ce que je voulais surtout expliquer dans cette vidéo, c'est toute la symbolique et tout le désir que nous a montré Ichiro Oda à travers ce personnage.
Il y aurait encore une multitude de choses à dire, parler de Toki, qu'on n'a pas vu du tout dans ce chapitre, mais qui va avoir son importance vraiment particulière bien après, au moment où ils arriveront à Raftel. Je pense que Toki fait partie de ce peuple, de ce royaume oublié, qui a été détruit par un Buster Call absolument cataclysmique, qui a été envoyé par la coalition du gouvernement mondial. Pour pouvoir échapper à cette mort, elle s'est téléportée dans le futur avec une partie de sa famille. C'est la famille de Toki, ou les personnes qui ont voyagé dans le futur avec Toki, qui ont pu rejoindre Wano Kuni. Pourquoi? Parce que Wano Kuni était l'un des seuls pays qui pouvait encore défier le gouvernement mondial lors de sa création. Ici, on peut imaginer que c'est les personnes qui étaient avec Toki qui ont contacté le clan Kozuki et qui ont créé les poneglyphes ainsi que les poneglyphes pour pouvoir perpétuer tout ce qui s'est passé durant ce siècle oublié et pour permettre à des futures générations à perpétuer cette volonté du dit pour tout simplement amener la destitution du gouvernement mondial et donc des Tenryubito. Et aussi, la dernière chose qu'il faut aussi que je parle, parce que dans les commentaires vous avez été comme des dingues, c'est qu'à un moment pendant la réaction live, j'ai parlé de la possibilité que Rayleigh soit l'oncle de Luffy. Et il y en a qui ont justement dit « Mais c'est quoi cette théorie et tout ?» C'est quelque chose que j'avais entendu parler il y a très longtemps. C'est suite à quelque chose qu'a dit Baggy. Donc Baggy, vu qu'il a fait partie de l'équipage de Goldie Roger, il me semblait qu'il pouvait y avoir quand même un lien, qu'il pouvait savoir quelque chose. Là aussi, dans ce chapitre, on le voit tenir un bébé et qu'ils disent que ça lui rappelle des souvenirs. Et bien tout simplement, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être le moment de se pencher sur quelque chose que j'avais entendu il y a très longtemps. Le mot oncle aussi, c'est un petit peu comme la mafia, comme les yakuza qui utilisent le mot frère ou aussi le mot père. C'est pour parler d'une personne supérieure à une autre en disant que Rayleigh serait peut-être l'oncle de Luffy, c'est tout simplement qu'il serait peut-être le mentor ou le futur mentor de Luffy. Donc voilà, pas de lien. L'autre chose par contre qu'on a eu dans ce chapitre, si Ichiroda nous dit que ça rappelle des souvenirs à Rayleigh ainsi qu'à Goldie Roger, ça veut dire qu'ils ont eu dans les bras aussi des enfants. Et là, c'est pas de moi cette théorie, mais c'est quelque chose que j'ai vu un petit peu sur le net et ça pourrait être dingue. C'est-à-dire que quand ils ont atteint l'île de Roadstar, peut-être que c'est sur cette île qu'ils ont trouvé Baggy ainsi que Shanks, ce qui serait absolument dingue. Le seul problème que j'ai avec cette théorie, c'est que normalement, cette île, elle est connue absolument de personne. Personne n'a réussi à aller dessus. Ça veut dire que sur cette île, depuis plus de 800 ans, les gens qui sont dessus vivent en autarcie. Ça veut dire qu'ils ont peut-être une autre technologie, qu'ils ont une autre façon de vivre, ce qui serait complètement dingue. Et personnellement, c'est peut-être le défaut que j'aurais à cette théorie. Je voudrais terminer cette vidéo sur quelque chose. On est au moment de Noël. On parle des rêves beaucoup au niveau de One Piece et au niveau bien sûr de cette vidéo. Et je voudrais vous faire voir ça. Ça, c'est l'aboutissement d'un rêve. C'est pas l'aboutissement de mon rêve. Moi, mon rêve, je suis en train de le vivre. Vous le savez, depuis le moment où au Québec, j'ai décidé de quitter mon travail pour me lancer à faire des vidéos sur YouTube. Et après, bien sûr, faire des conférences et faire des conventions avec des expositions un petit peu partout. Souvent, je reçois des messages où des gens me disent « Tu es une source d'inspiration pour nous. Et si toi, tu arrives à le faire, eh bien, ça nous donne envie de nous, d'accomplir nos rêves. » Et là, il y a William V. Amaral qui a fait ce livre qui est Christmas, le maître des lumières. Ça fait plus de 3 ans qu'il m'a parlé de ce projet. Je l'ai accompagné un tout petit peu à mon niveau. J'ai été seulement qu'un petit élan. Et quand on voit ça, franchement, le livre qu'il a fait là, c'est génial. L'histoire est superbe. D'ailleurs, vous reconnaîtrez certaines petites références. Donc voilà, c'est un truc franchement génial. Les liens sont dans la description. Si vous voulez faire un petit cadeau, si vous voulez soutenir un Nakama, n'hésitez pas. C'est là-dessus que va se terminer cette critique analyse. Encore une fois, j'espère que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par exemple autour de vous. Laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Ah, une dernière chose, puis après j'arrête, après cette vidéo sera terminée. Vu que j'arrête pas de dire que ce chapitre-là est le meilleur de l'année, l'autre chapitre est le meilleur de l'année, on va faire quelque chose tous ensemble. C'est-à-dire que dans cette vidéo, il va y avoir un lien. Je vous invite à cliquer sur ce lien. Il va y avoir
les chapitres qui vont être marqués et je vous demande de voter pour vos top 5 chapitres de l'année. Donc vous allez sur ce site-là, vous allez cliquer dessus et après, si vous vous sentez bien, si vous avez envie d'écrire un petit peu dans les commentaires, vous me dites quel est votre chapitre préféré et vous m'expliquez pourquoi. Ainsi, on va faire une petite vidéo ensemble où je vais prendre les meilleurs des commentaires et on va parler ensemble de quel est vraiment le meilleur chapitre de cette année 2019. Et je ne sais pas non plus si vous êtes au courant, mais durant la Festa Jump, Ishiro Oda nous a annoncé quelque chose pour 2020 qui est absolument malade. Et vous inquiétez pas, on va en parler, mais dans une prochaine vidéo. Allez, là c'est vraiment terminé. Salut mes Nakamas.